Moi, ce que j'avais constaté, c'est que la diaspora algérienne n'a jamais été vraiment prise en compte, par les autorités algériennes. Au contraire, elle était vue comme une menace parce que y avait cette idée que cette diaspora pourrait un jour peut-être fomenter des protestations au niveau de l'Algérie et déstabiliser le pays. Bonjour à tous, chers auditeurs du DZ Podcast. Bienvenue sur ce 17e épisode de notre émission. Aujourd'hui, on va parler de sujets que vous appréciez, que vous m'avez demandé en fait, les relations algéro-françaises. On va parler de la diaspora algérienne, du contexte politique français et de la relation entre la diaspora algérienne et justement ce contexte politique français et la France. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet, je reçois Nadia Henimoulay, qui est journaliste spécialiste du contexte politique français. Elle est romancière, elle est notamment l'auteur d'Un rêve de Rive. On va en parler justement de son livre dans cette émission. Bienvenue Nadia, bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, avec plaisir. Donc Nadia, comme je l'ai dit, on va parler un peu de la diaspora. Mais pour introduire le sujet, j'aimerais qu'on parle un peu vu que justement toi tu es spécialiste du contexte politique français, on va en parler de ce contexte. Comment tu vois les dernières élections législatives? Je veux dire, comment tu analyses ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que l'Algérie revient toujours sur le devant de la scène? Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de l'Algérie alors que c'est des élections internes françaises a priori? Sur cette question, en fait, la façon dont la question algérienne, l'Algérie en tout cas, ressurgit régulièrement dans le débat public français, notamment pendant les élections, les échéances électorales, c'est une question qui revient souvent, qu'on a tous constaté. Je pense que pour aller tout droit au but, la question du traumatisme de la guerre d'Algérie est toujours prégnant. Et moi, c'est quelque chose qui vraiment m'étonne, voire que je trouve limite fascinant, même si le terme il est un peu positif, mais la façon dont en fait plus les années passent, et on pourrait s'attendre à ce que ça se calme, mais en fait plus les années passent et plus ça s'intensifie. Et je pense que ça s'explique par une raison assez simple, c'est que ce traumatisme, au lieu d'être soldé des deux côtés finalement, il n'est pas soldé, il est entretenu. Il est entretenu notamment du côté français, puisque je rappelle quand même qu'on peut parler de l'Algérie, etc., mais c'était quand même la France qui était dominatrice et qui était qui était la plus forte finalement. Donc l'histoire, on connaît très bien, hein, le proverbe, c'est toujours le vainqueur alors là en l'occurrence, ça serait faux de dire ça, mais la France était en position de force jusqu'en 62. Et par exemple, moi je sais que dans le réseau que j'ai, je sais que la question de la guerre d'Algérie et de l'Algérie, c'est un peu le tabou dans la haute fonction publique. C'est vraiment le précaré, c'est le sujet, un des sujets qu'il faut pas trop toucher. Mmh. Et ça, ça veut dire beaucoup de choses finalement. Mmh. Mais justement, la classe politique française, notamment l'extrême droite, il n'y a pas que l'extrême droite, pour être honnête. Moi, j'ai l'impression qu'on utilise en fait cette diaspora algérienne, cette population algérienne qui est en France, et justement liée, comme tu dis, au traumatisme de la guerre d'Algérie. On l'utilise des deux côtés de la classe politique française, que ce soit la gauche ou la droite. À droite, c'est pour pointer un peu, soi-disant, les avantages qu'auraient les Algériens par rapport aux autres diasporas. On parle souvent des accords de 68. Et de l'autre côté, moi j'ai l'impression que la gauche utilise un peu aussi cette diaspora pour gagner en électorat. On voit la LFI qui essaye d'attirer un peu l'électorat algérien. Est-ce que tu le sens, toi, ça? Moi, je suis d'accord avec toi. En même temps, je nuancerai un peu parce que je suis pas sûre que dans les partis politiques français, ils fassent autant dans le détail que ça quand ils pensent aux quartiers populaires, aux populations issues de l'immigration. Il y a quand même encore cette idée un peu que les Français issus de l'immigration constitueraient un tout, de la même manière qu'ils pensent encore qu'il y a une espèce de communauté musulmane, donc un électorat musulman un peu homogène.
je pense que ces partis envisagent en fait les populations, l'électorat des banlieues comme étant un tout qui serait traversé par aucune singularité, aucune différence, aucune spécificité. Alors que et ça c'est totalement faux. C'est une approche presque paternaliste. Puisque quand on vient de ces marges, quand on vient des quartiers, quand on vient de l'immigration, etc., on sait que plus les années passent et plus ça se singularise. Je veux dire, quand tu viens d'un quartier, t'as grandi dans une cité, t'es né dans une famille ouvrière issue de l'immigration, qu'elle soit algérienne, marocaine, tunisienne, oui. de confession musulmane, les histoires sont pas les mêmes déjà, parce que l'histoire avec un grand H est différente, le rapport aux colonies est différent. Et puis, on peut dire ce qu'on veut, mais la machine quand même d'ascension sociale en France, qui est loin d'être efficace, on pourra en reparler, mais elle a permis quand même à un certain nombre de personnes dont je fais partie et dont tu fais peut-être partie aussi, de sortir du quartier, de faire quand même une ascension sociale grâce aux études. Et donc forcément, l'embourgeoisement, qu'on l'assume ou pas, qu'on le veuille ou pas, c'est pas forcément un gros mot, parce qu'on peut améliorer son sort social tout en gardant un esprit quand même roots, terrain, très attaché au quartier. Tu vois, on devient pas forcément le parvenu que le mot embourgeoisement appelle. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, à partir de là, tu peux changer de positionnement. Moi, je connais des gens issus de l'immigration qui sont très à gauche et qui le resteront, qui sont à l'extrême gauche, mais d'autres qui sont plutôt à droite. Pour l'extrême droite, j'en connais pas, à titre personnel, mais il y en a, tu vois. Ça existe, oui. Oui, ça existe, bien sûr, ça existe. Et franchement, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Oui. Mais tu vois, ce que je veux dire par là, je pense que les partis politiques français sont pas encore dans cette conscientisation par rapport à la réalité sociologique électorale. Mais est-ce que c'est parce que il y a un peu ce logiciel français de l'intégration? Alors avant on parlait d'assimilation, il faudra peut-être définir ce que c'est l'assimilation, mais est-ce que c'est parce qu'on s'attend, ou du moins dans l'esprit collectif français et justement dans la classe politique française, on voit les choses comme si les gens étaient intégrés, donc devenaient français, donc finalement faisaient fi un peu de leur, comme tu dis, de leur spécificité nationale, du moins par rapport à leurs origines. Est-ce que c'est à cause de ça? Oui, de toute façon, il y a toujours eu une tradition assimilationniste en France. Je veux dire, c'est le modèle assimilationniste qui a toujours prévalu, avec l'idée que en avançant, les générations allaient se diluer, allaient diluer leur spécificité identitaire, personnelle, culturelle, etc., dans le grand tout de la nation française. Et finalement, on voit bien que c'est pas du tout ce qui s'est passé pour plusieurs raisons. Le premier entretien d'embauche que j'avais fait il y a 20 ans maintenant, c'était ça, il y a un peu moins de 20 ans. C'était pas dans le journalisme, c'était dans la communication politique, et la recruteuse m'avait demandé si je savais de quoi il retournait quand on parlait de discrimination systémique. Ouais. Donc, tu vois, les discriminations systémiques, c'est une autre façon de parler du racisme structurel, c'est-à-dire qui est produit par les institutions, par la société française dans son ensemble, tu vois. Donc, on joue beaucoup sur les mots. Et voilà, donc pourquoi je dis ça, c'est que en fait, la société française, les institutions, les espaces de pouvoir, etc., ont toujours produit et entretenu des discriminations systémiques, un racisme systémique qui fait qu'aujourd'hui, y a des gens qui n'ont pas vraiment trouvé leur place et qui ont... alors moi, je veux pas dire qu'il y a du séparatisme, tu vois, c'est pas le propos, mais en même temps, les gens s'organisent comme ils peuvent pour pouvoir trouver leur place à leur façon dans la société française sans renier ce qu'ils sont. Et à un moment donné, pour bien se construire, je pense que ça passe aussi par se construire au niveau personnel, par rapport à sa trajectoire personnelle, familiale. On peut pas gommer tout ça. Tu vois, on peut pas nous dire oui, alors à partir du moment où tu rentres dans le milieu professionnel, une fois que tu as fini tes études, si tu as fait des études, il faut absolument que tu laisses de côté tout ce que tu es. Ça, c'est pas possible. Donc on a imaginé, alors je dis on parce que je m'inclus dedans, mais on a fait comme on a pu, sans se renier, sans renier ce qu'on était,
pour pouvoir aussi construire une nouvelle façon d'être français, tu vois. Il n'y a pas qu'une façon d'être français, c'est pas uniquement le béret, la baguette, et voilà, c'est pas ça. Enfin, tu vois, je fais un peu de la caricature, bien mais sûr. c'est pas ça, être français. De la même manière, être français, c'est pas forcément venir d'une seule histoire, avec un grand H. Je me souviens très bien quand j'étais jeune, je commençais à me poser des questions quand j'étais à la fin de l'adolescence, je me disais, mais en fait, quand tu sais, on commence à prendre conscience de il y a quelque chose qui va, mais en même temps, il y a quelque chose qui va pas. On est dans son quartier, on sort du quartier, on voit un peu l'extérieur, et puis on voit bien que finalement, on prend conscience qu'on est un peu différent, que ses parents parlent pas forcément bien la langue française, etc., etc. Enfin, quoi, c'était pas forcément le cas chez moi, mais globalement, tu vois, il y a plein d'indices qui montrent que dès l'adolescence, la fin de l'adolescence, on comprend qu'on a une place un peu singulière. Ce que je veux dire, c'est que on prend aussi conscience, de la même manière que on a une trajectoire un peu particulière, un peu hybride, on a un pied en France, un pied dans le pays d'origine des parents. On a aussi un pied dans l'histoire de France avec un grand H, c'est-à-dire l'histoire classique qu'on nous enseigne à l'école, Louis XIV, les Lumières, le XVIIIe siècle, la Révolution française, etc. Et en même temps, tu vois, apparaît cette histoire qui était l'histoire populaire et l'histoire un peu racontée de manière très synthétique, très superficielle, à savoir l'histoire coloniale. Très succincte. Et voilà, et bah nous on a besoin, il faut bien qu'on trouve notre place par rapport à cette histoire, parce qu'on vient pas directement de cette histoire classique officielle, et puis on vient d'une autre histoire qui n'est pas forcément racontée telle quelle. Justement, par rapport à cette histoire, est-ce que c'est possible aujourd'hui parce qu'on parle d'intégration, on parle de se sentir français, etc. Alors c'est particulier avec les Algériens parce qu'il y a eu cette guerre d'Algérie, il y a eu cette lutte pour l'indépendance. Est-ce que c'est possible d'être fier finalement de son histoire algérienne, de l'histoire de ses parents, de ses grands-parents, et de se revendiquer algérien, de se revendiquer de l'esprit de novembre, comme on dit, qui a mené à cette lutte d'indépendance, et à la fois de dire moi je suis français. Est-ce que il y a pas une incompatibilité? C'est sûr qu'à un moment donné, il y a un nœud qui peut se créer et quand on arrive dans les questionnements de l'adolescence ou de l'âge adulte, souvent quand on commence à entrer dans le monde du travail, parce que c'est un peu là que ça se noue, tu vois. Je pense qu'il y a un nœud plus qu'un conflit, et que comment on fait pour résoudre ce nœud s'il apparaît, il y a peut-être des gens chez qui il n'apparaît pas, il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à se sentir à la fois français, à la fois algérien. Je revendique une posture plutôt hybride, parce que finalement, l'histoire de nos vies, moi qui suis... Enfin, je sais pas si tu es né en France, mais moi, c'est mon cas. Tu vois, en France, t'es jamais vraiment le français à 100%. On a tous expérimenté des moments dans nos vies où on s'est senti un peu décalé, voire rejeté, voire clairement victime de racisme. Et en Algérie, dans le pays d'origine, on est les immigrés, tu vois. Ça, c'est notre histoire. Voilà. Donc, à partir du moment où soit on passe notre temps à essayer, à être dans ce mal-être, soit on prend notre place en inventant notre place, c'est-à-dire notre place elle est hybride, finalement on est à notre place un peu partout, et on prend conscience aussi que c'est pas aux autres de définir notre place, tu vois. C'est pas aux autres de définir notre place, et qu'il n'y a pas une façon d'être, de la même manière qu'il n'y a pas une façon d'être français, il n'y a pas une façon d'être algérien. Moi, c'est une des interrogations que je soulève dans mon livre. C'est-à-dire, parce que je raconte l'histoire de mon père qui est arrivé en France en 1948, quand même. Bon, il est décédé depuis, en 2001, mais finalement, c'est un homme qui est arrivé en France en 48, qui a vécu la majorité de sa vie en France, mais qui était profondément attaché à l'Algérie, qui a mis les mains dans cette révolution algérienne de manière concrète, pour ceux qui l'iront vivre. Mais voilà, qu'est-ce que c'est qu'être algérien, qu'est-ce que c'est qu'être français, tu vois? Est-ce que être algérien, c'est vivre en Algérie? Est-ce que est-ce qu'on peut être algérien en allant en Algérie que les vacances d'été? Est-ce qu'on est algérien si on parle pas bien la langue, ou les langues, les dialectes, tu vois? Donc voilà, moi, en tout cas, je sais une chose, c'est que personnellement, je ne parle pas l'arabe, la langue arabe, et quelques mots, et je parle un peu kabyle, puisque je suis de Kabylie. Mais je me soigne, on va dire. J'essaie d'améliorer mon niveau. Mais tu vois,
moi, quand j'ai commencé à écrire mon livre, ça a été juste après le Hirak en 2019. Oui. Parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin, par exemple, d'aller sur la place de la République. Alors, j'ai pas pu aller en Algérie pour les marches, mais j'allais sur la place de la République plusieurs dimanches, en tout cas, j'y suis allée. Ouais. Et vraiment, j'ai ressenti ce mouvement révolutionnaire, parce que c'était ça, vraiment dans mes tripes. Et je me disais, mais comment ça se fait, puisque je parle même pas la langue. L'Algérie, j'y suis pas allée tant de fois que ça. Quand je suis là-bas, j'ai quand même je suis consciente de ma posture d'immigré, tu vois, je suis pas totalement intégrée, c'est pas vrai, on va pas se raconter d'histoire. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que ce qui se passe, le Hirak, je le ressens vraiment dans mes tripes. Et je voyais que autour de moi, les Français issus de l'immigration algérienne comme moi, avec mon profil, étaient pas aussi, tous ne vibraient pas autant que moi. Et tu vois, et je me suis interrogée, je me suis dit, mais ça doit être, il y a quelque chose qui a dû se transmettre par rapport à mon histoire familiale. Quelque chose s'est transmis, peut-être ce sens révolutionnaire, tu vois, et ça, pour moi, c'est ça aussi être algérien, c'est avoir conscience de d'où est arrivée, comment dire, l'Algérie, par quoi elle a été traversée, qu'elle a une histoire qui est bien antérieure à 1830 et que ce ne sont pas les Français qui ont créé l'Algérie, contrairement à ce qu'on peut dire souvent sur les réseaux sociaux. C'est ça. Voilà. Et donc voilà. Donc tu vois, c'est plein de réflexions comme ça. On n'a pas forcément toujours la réponse, mais en tout cas, le fait de se poser ces questions, c'est un cheminement, tu vois, c'est un chemin et ça permet de réfléchir à ce qu'on est, où on va, d'où on vient. Et moi, c'est quelque chose qui est important parce que je me dis pas, ouais, je suis algérienne, ma mère était algérienne, je suis algérienne, j'ai des papiers algériens. C'est qu'est-ce qui fait que je me sens algérienne. C'est pas juste une question de papier, de nationalité, de droit du sang. Voilà, c'est pas une question uniquement de droit du sang, c'est qu'est-ce que c'est qu'être algérien, pourquoi quand je vois le drapeau, quand j'entends l'hymne, ça me fait quelque chose. De la même manière, qu'est-ce que c'est que d'être français aussi, tu vois? C'est pas évident quand on est vraiment, pour le coup, dans une espèce de croisement très très compliqué, hein, encore plus quand on est franco-algérien, tu vois. Est-ce qu'on a le droit d'aimer la France? Bon, moi j'aime la France. C'est là où je voulais en venir. Ouais. En fait, est-ce qu'on peut réellement être, par exemple, patriote français et patriote algérien? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu penses que les Franco-algériens aujourd'hui, qui habitent en France, qui ont passé, comme tu dis, qui sont nés en France éventuellement, qui ont passé la majeure partie de leur vie en France, est-ce qu'ils peuvent être les deux à la fois? Parce que c'est aussi l'argument par exemple, de l'extrême droite. Hein. Il y a des gens qui disent, et cet argument existe d'ailleurs en Algérie, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui sont pour le fait de ne pas pouvoir avoir de double nationalité ou de triple nationalité, qui disent, voilà, pour avoir des Algériens ou pour avoir des Français entre guillemets purs, il faut avoir une seule nationalité parce qu'on peut pas être dévoué à deux pays en même temps. C'est pas possible. Est-ce que c'est un argument qui se tient, selon toi? Je sais pas si l'injonction à tu sais, il y a la question de la double allégeance. Oui. Tu vois, la double allégeance, moi je vois pas ça comme ça. Parce que on fait pas allégeance ni à un pouvoir algérien ni à un pouvoir français, c'est pas ça le sujet. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment un appauvrissement du débat, tu vois, de se dire, waouh, on peut pas être algérien et français, on peut pas avoir deux nationalités, voire trois nationalités. Et c'est pour ça que c'est important de se demander qu'est-ce que c'est que d'avoir une nationalité. Est-ce que le fait d'être français, d'avoir la nationalité française ou la nationalité algérienne, ou quelle que soit la nationalité d'ailleurs, est-ce que ça veut dire que on réduit comme ça ses perspectives, on réduit son champ de perspective, son champ de vision, ou au contraire, est-ce que on se dit pas avoir plusieurs nationalités, finalement, c'est aussi un enchevêtrement de richesse, d'autant que, dans mon cas, moi, c'est pas parce qu'on a la nationalité algérienne ou française que l'on n'est pas critique par rapport au pays auquel pour lequel on est des citoyens. Tu vois. Bien sûr.
Moi, je suis autant critique sur l'Algérie que sur la France. Il s'agit pas de dire la fin. Moi, je suis pas dans la fiction de la République française. La fiction de la République française concernant la devise, tu vois, la devise républicaine. On sait très bien que consubstantiellement, la France porte dans ses gènes en fait le contraire de tout ce qu'elle prétend clamer dans sa devise républicaine. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Quand on lit les travaux d'une chercheuse comme Rejane Senna, qui est chercheuse au CEVIPOF à Sciences Po, ce qu'elle dit, c'est que justement, la devise républicaine, c'est comme un placebo pour masquer tout ce que la République, la façon de la République qui a été violente, esclavagiste, colonialiste, sexiste, et qui continue de l'être aussi à certains égards. Tu vois, il y a une dimension fictionnelle dans la devise républicaine, et je pense que c'est important de critiquer, pas critiquer pour le plaisir de critiquer, mais pour moi, je trouve que c'est important on challenge finalement. Ah oui, la France, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, d'accord, je veux bien y croire, sauf qu'il y a des choses qui montrent qu'on n'y est pas sur le terrain, on n'y est pas. Bien sûr, et si enfin, je veux dire, c'est en critiquant, en se mettant à l'épreuve, etc., qu'on peut avancer. Et pour l'Algérie, c'est pareil. Je veux dire, le Hirak, ça aura échappé à personne que pendant plusieurs mois, il y a eu des millions d'Algériens dans la rue pour mettre fin au système Bouteflika, notamment, mais finalement, c'était comme une deuxième révolution. C'est les promesses de 62, c'est l'Algérie de 62 qui était attendue. Et les choses sont loin d'être réglées. Moi, je pense que les Algériens, ils doivent, et en tant qu'Algérienne, on doit rester vigilant par rapport à ce qui se passe. Je ne supporterai pas de devenir, tu vois, l'Algérienne totalement, qui perdrait sa capacité critique. On serait plus algérien du coup. Voilà, il y a voilà, exactement, à la fois l'autodérision, la capacité à critiquer, mais on critique pas parce que on a envie de s'auto-flageller, on critique parce que justement, on sait que l'Algérie a un potentiel énorme. Il y a des choses qui avancent d'un point de vue économique, etc., géopolitique, et en même temps, il y a des choses qui ne vont pas. On sait très bien qu'au niveau de la liberté d'expression, il y a des journalistes qui sont en prison, etc. On sait très bien, et ça, je suis désolée, mais on peut pas, après toute l'histoire que ce grand pays a construit, on peut pas lâcher ces combats. Bien sûr. Ça serait pas être algérien, ça. Tu vois. Et surtout quand on sait que dans beaucoup de familles algériennes, il y a eu des martyrs qui se sont battus pour la liberté. Clairement. Moi, je voulais te poser une question justement par rapport à la place de la diaspora algérienne en France. Justement, au vu de cette histoire, on en a parlé, au vu du contexte politique, de la politique intérieure française, est-ce que finalement cette diaspora algérienne, ces Algériens qui sont pointés du doigt, ces Franco-Algériens du coup qui sont pointés du doigt, est-ce que à terme c'est intéressant pour eux finalement de rester en France? Alors bien sûr, il y en a beaucoup qui ont leur maison en France, qui ont leurs enfants en France, qui ont tout construit en France, mais est-ce qu'on va se diriger petit à petit au vu, parce que moi j'ai l'impression que dans le contexte politique français ça va de pire en pire en fait, hein, j'ai l'impression en tout cas. Est-ce que finalement le destin de cette diaspora algérienne, c'est de revenir à son pays d'origine, c'est de tourner la tête vers l'autre rive, hein, vu que tu parles de rive, et de revenir éventuellement un jour en Algérie, se reconstruire en Algérie. Est-ce qu'on va pas faire le voyage inverse finalement dans quelques années, dans 20, 30 ans? C'est une question qui revient aussi souvent. Il y en a qui font le voyage inverse. Moi, je mettrais quand même une petite nuance, c'est que diaspora, le terme finalement, il concerne les natifs algériens qui sont partis à l'étranger. Moi, par exemple, qui suis née en France, est-ce que je suis, au sens littéral du terme, je fais vraiment partie de cette diaspora? Bon. On va dire que maintenant, quand on parle de diaspora, on parle de tous les Algériens, qu'ils soient nés en Algérie et immigrés à l'étranger, ou des Algériens nés à l'étranger. Oui. Je veux dire qu'on fait un tout. Mais tu vois, dans la définition de la diaspora, je pense que c'est important d'être précis, parce que l'on soit un Français né en France, enfin un Algérien né en France, un Franco-Algérien né en France, ou un Algérien né en Algérie et qui a immigré à l'étranger,
je pense que le rapport au monde, le rapport à la France aussi, n'est pas le même. Je vois qu'en Algérie, par exemple, ça m'est arrivé de discuter avec des Algériens qui ont une approche beaucoup plus libérale que la mienne, tu vois, et vice versa, qui vont moins comprendre les exigences que nous, Français issus de l'immigration algérienne, on a vis-à-vis de la France, tu vois, le fait qu'on va nous trouver très durs, très critiques par rapport à la France, alors qu'eux vont être beaucoup plus tempérés, tu vois. Donc ça, c'est important parce que, pourquoi je dis ça ? Parce que je pense qu'il faut arrêter de penser les choses comme des tout. La diaspora algérienne, c'est un mot qui veut dire tout et n'importe quoi. De la même manière que tout à l'heure, j'en parlais au début, quand les partis politiques envisagent l'électorat des banlieues, ils imaginent que c'est un tout, alors que c'est totalement faux et que c'est beaucoup plus complexe. Tu vois, je pense que la diaspora algérienne, elle est très complexe, elle est comme toutes les diasporas d'ailleurs, et peut-être encore plus la diaspora algérienne, et que je pense qu'il faut prendre les choses dans leur singularité. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça fonctionne pas. On s'entend pas forcément bien sur ce qu'on attend finalement de notre rapport à l'Algérie. Maintenant, est-ce que on serait prêt à revenir ? Alors moi, si un jour je m'installe en Algérie, il y a pas l'idée de retour puisque je suis née en France. Donc c'est l'idée presque d'expatriation, mais je m'expatrierai dans mon pays d'origine, le pays de mes parents et le pays pour lequel je suis née algérienne, tu vois. Donc le rapport il peut changer, mais c'est sûr que le débat en France depuis plusieurs années, alors on a l'impression que ça a commencé avec Sarkozy, tu vois, le mouton dans la baignoire et l'identité nationale, les gens ont peut-être oublié, mais quand il avait lancé l'identité nationale, tu sais, il y avait un site internet où les gens pouvaient aller donner leurs idées, c'était un déversoir de haine, tu vois, c'était Twitter avant Twitter, si tu veux. Mais en fait, on peut remonter beaucoup plus loin, tu vois. Ouais, on peut remonter beaucoup plus loin, quelques années auparavant avec le 11 septembre qui a été vraiment un tournant. Mais si on veut vraiment avoir une approche beaucoup plus globale, on se rend compte que ces questions, finalement, elles ont commencé au moment de la colonisation. Et que c'est pas des questions qui datent de Sarkozy. Le rapport à l'altérité, et notamment à l'algérien, est bien particulier. Pour être en train de travailler sur un projet éditorial en ce moment, je peux te dire que la figure de l'Algérien, elle est identifiée comme problématique depuis très longtemps, depuis 1830, quoi, si tu veux. Et qu'on parle énormément, tout le temps dans le débat, la mémoire de la guerre d'Algérie, etc. Mais c'est 8 années sur 130 ans de colonisation, où les Algériens ont été dépossédés de leurs terres. Il y a eu tu le sais, le code de l'indigénat qui n'était pas formulé clairement dans une loi, mais qui passait par des pratiques, la violence coloniale, etc., etc. Et surtout, en fait, les Algériens ont jamais plié, ont jamais courbé l'échine. Il y a eu la guerre d'Algérie, ça a été le point d'orgue, parce que c'était organisé, ça a été organisé, etc. Mais c'était l'aboutissement d'un processus qui n'a jamais, qui a commencé dès 1830. Je veux dire, la révolte des Mokrani, etc. C'est pas quelque chose qui s'est passé en 54. Donc je veux dire, il y a un problème algérien effectivement en France, mais je pense que l'Algérie, la question de la guerre d'Algérie, l'histoire coloniale en Algérie renvoie aussi à tout ce que prétend être la France finalement, tout ce qu'elle n'a pas été. Tu vois, c'est pour ça par exemple que quand il y a la question des excuses. La question des excuses, etc. Oui, symboliquement, la France devrait, comme l'Italie l'a fait avec la Libye, devrait présenter des excuses pour ce qui a été fait pendant la colonisation et la guerre d'Algérie. Pourquoi il n'y a pas d'excuses, justement? J'allais y venir. C'est l'État profond français qui bloque ça parce que ça forcerait éventuellement la France à verser dommages et intérêts, ou est-ce que c'est plus profond que ça? Je pense que c'est un ensemble de facteurs. Je pense qu'effectivement, la question des excuses, c'est un sujet qui est revenu très très souvent, notamment en 2021 quand il y a eu des commémorations et que Macron avait été assez actif. On pourra reparler de Macron sur cette question. Mais moi, je pense qu'en fait, c'est un sujet franco-français, la question des excuses. L'Algérie, oui, attend des excuses parce qu'effectivement, d'un point de vue symbolique, mais aussi d'un point de vue des indemnités, c'est un vrai sujet.
Mais moi, il me semble que c'est quand même un sujet qui concerne plus la France que l'Algérie, parce que j'avais écrit une tribune justement à ce moment-là. Pour moi, la France se doit des excuses à elle-même par rapport à ce qu'elle a fait en Algérie, mais pas qu'en Algérie, hein, je veux dire dans tout son empire colonial, la Kanaki, Madagascar, etc. La France se doit des excuses à elle-même et à la façon dont elle a bafoué la devise républicaine. Mais tu vois, encore une fois, on revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que il y a les idéaux, la Révolution française, etc. Et il y a la réalité de ce qu'est la République et de ce qu'elle a fait. Donc la République a toujours prétendu être quelque chose, mais elle a agi en bas-fond ce quelque chose, justement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde toute la lutte anti-impériale qui s'est mise en place à partir de l'entre-deux-guerres, en France, puisqu'on avait un grand nombre de personnalités issues, qui étaient impliquées dans la lutte anti-impérialiste, on se rend compte à quel point ces figures-là étaient nourries par les idéaux de la Révolution française. C'était vers ça, en fait, que c'est ça qui les a nourris, parce que c'est quand même la Révolution française, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire sur le papier. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui reste, d'ailleurs, je le rappelle, une déclaration qui n'est pas si engageante que ça. Mais tu vois, on voit bien que la France est un pays complexe. Tu vois, la France est un pays complexe qui a des qualités. Moi, je vais pas cracher dans la soupe. Si j'étais née de l'autre côté de la Méditerranée, j'aurais certainement pas eu cette trajectoire. J'aurais peut-être eu une meilleure trajectoire, hein. Il y a des gens qui s'en tirent très bien en Algérie. Souvent, ils finissent par émigrer, malheureusement. Mais c'est sûr que je vais pas me plaindre d'être née en France. Il y a un moment donné, il faut arrêter d'avoir des réactions puériles qui consistent à dire je déteste la France, etc. Ouais, mais non, il y a un moment, ça va, quoi. Mais je ne lâcherai pas mes critiques, parce que justement, tu sais, c'est le fait de se prétendre démocratie, république avec de telles valeurs, ça implique aussi des responsabilités. Je fais un parallèle par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient. Israël, qui ne comprend pas, par exemple, les critiques qu'elle essuie, qu'elle essuie, je sais jamais si c'est féminin ou masculin, donc que ce pays essuie. Je crois que c'est masculin. Là, il y a c'est masculin. Il y a eu une vidéo hier qui a tourné, donc où on voit effectivement un détenu palestinien qui est en train de se faire violer par des soldats israéliens. Mais bien sûr qu'il faut dénoncer, bien sûr qu'il faut critiquer, etc. Quand on se prétend être la seule démocratie du Moyen-Orient, on a des devoirs. Donc le niveau de responsabilité, il est très élevé. Donc, tu vois, je veux dire, pour la France, c'est pareil. Pour moi, il y a une différence Non, pour moi, il y a une différence entre ne pas comprendre et ne pas vouloir comprendre, et ne pas vouloir comprendre, ce qui est un peu le cas, malheureusement, des autorités israéliennes. Tu vois ce que je veux dire, Nadia? C'est qu'en fait, c'est le dernier bastion. Je pense. C'est le dernier bastion. C'est ça. C'est-à-dire que si les autorités israéliennes admettent qu'elles ont fauté, admettent qu'il y a de la torture, etc., comment elles pourraient se présenter comme une démocratie moderne, etc., etc. Ça tient plus. Là aussi, il y a une fiction, tu vois. D'ailleurs, Israël est une démocratie ethnique. Donc, à partir du moment où la citoyenneté est fondée sur l'appartenance religieuse, il y a quand même un problème. Tout à fait. Moi, je voulais te rebondir justement sur cette question, parce qu'on a parlé d'excuses, mais on n'a pas parlé de reconnaissance, parce qu'avant les excuses, il faut quand même déjà reconnaître ce qu'on a fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas... Parce qu'en fait, j'ai l'impression que l'État algérien, ou du moins les Algériens en général, hein, même le peuple algérien, attend déjà une reconnaissance de ce qui a été commis en termes d'exactions, la torture, les exactions de masse, les meurtres de masse, que tu as parlé tout à l'heure de discrimination, mais discrimination, c'est vraiment la moins grave, on va dire,
des exactions commises par la France coloniale. Pourquoi il n'y a pas cette reconnaissance alors que justement ça fait maintenant plus de 60 ans en fait que l'Algérie est indépendante. On va dire la plupart des gens qui ont participé à ces exactions-là maintenant sont décédés, ne sont plus de ce monde-là. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle comment je pourrais qualifier ça, une telle retenue par rapport à cette reconnaissance? Est-ce que ça mettrait la France en porte-à-faux avec son histoire? Est-ce que ça me remettrait en cause sa domination en Afrique, d'ailleurs qui est en train de s'effriter actuellement, Donc je vois pas trop ce qui pourrait pousser en fait l'État français à se retenir sur cette question-là. D'autant que l'Algérie et un certain nombre de pays sont très insistants là-dessus. Oui, c'est un sujet pareil qui revient tout le temps. Et c'est vrai que c'est hallucinant parce que, encore une fois, plus on en discute et plus on a l'impression que c'est la valse circulaire et que les sujets reviennent toujours de la même manière. Bon, après, faut pas oublier que c'est une histoire qui date de moins de 70 ans, si je me trompe pas. Attends. Oui. Oui, c'est ça. Une histoire de 70 ans, on va dire. Du coup, ça prend du temps, tout ça. Mais bon, après, ce qu'on remarque aussi, c'est que c'est pas le travail c'est pas les politiques qui ont fait bouger les choses, c'est des gens comme Jean-Luc Kennedy, notamment. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était pendant le procès de Papon, puisqu'il a raconté ce qui s'était passé j'ai un trou de mémoire. Pardon, attends, je vais reprendre la phrase. Le pont Saint-Michel. Oui. C'était 61. Tu parles du 17 octobre 61? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, donc ce qui est intéressant de voir, c'est que cette reconnaissance, elle passe pas par la sphère politique. D'abord, c'est toujours la société civile qui pousse justement pour ouvrir les boîtes de Pandore, que ce soit sur l'histoire franco-algérienne mais pas seulement. Et donc, tu vois, Jean-Luc Kennedy, qui a fait un travail incroyable, nécessaire, historique sur cette question. D'ailleurs, il l'a fait grâce au procès de Maurice Papon, qui était jugé pour ses actes de collaboration. Mais donc, on a ouvert une autre page à ce moment-là, avec la responsabilité du préfet de Paris pendant le massacre du 17 octobre 61. Donc, tu vois, c'est intéressant. Mais je pense que la question de la reconnaissance, elle est difficile pour un État comme la France. Parce que, encore une fois, c'est regarder la réalité en face, et c'est assumer, justement, que la République a une face très éclairée, très lumineuse, les Lumières et tout. Bon, on va pas revenir dessus, on en a déjà parlé, la Révolution française. Et en même temps, elle a une face sombre. Ça, c'est quelque chose qui est une réalité, qui est factuelle. Et moi, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à assumer ce côté factuel. Est-ce que c'est parce que tu as parlé de la société civile, est-ce que c'est la diaspora algérienne qui doit, cette fameuse diaspora, alors on en a parlé tout à l'heure, c'est peut-être pas un bloc homogène, mais est-ce que c'est cette diaspora qui doit pousser dans cette direction? C'est-à-dire qu'en fait, là tu as parlé d'une face sombre de l'histoire de France, il y a aussi une face sombre de l'histoire de France pendant la Seconde Guerre mondiale, et il y a eu une reconnaissance, il y a eu des réparations, il y a eu on va dire une réconciliation franco-allemande, par exemple, tu vois. Donc est-ce que finalement c'est la diaspora algérienne qui doit s'organiser et pousser dans ce sens pour éventuellement que la France officielle reconnaisse les crimes de guerre et qu'on aille vers une direction beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positive en ce qui concerne les relations algéro-françaises, parce qu'il y a des crises diplomatiques pratiquement au moins une tous les 2 ans. Là, il y en a une à l'instant, justement, on va en parler. Et on a l'impression que c'est toujours dû à ce sujet mémoriel, en fait. Oui, tu sais, moi je pense que le sujet mémoriel, il est un peu le prétexte facile pour masquer les vrais sujets. Oui, la diaspora algérienne, je sais pas si elle doit, mais elle peut en tout cas s'organiser, faire bouger les lignes. Après, il y a aussi toute la sphère scientifique. Les historiens sont très utiles. C'est pas aux politiques d'écrire l'histoire, c'est aux historiens, aux scientifiques de faire les recherches
et de fonder ça de manière scientifique, de fonder cette histoire, de se plonger dans les archives, etc. C'est pas aux politiques de le faire, c'est parce que l'histoire officielle, et on le voit aussi en Algérie, on va pas se raconter d'histoire. On sait très bien que un certain nombre de dignitaires algériens ont tiré une sorte de légitimité du fait de la guerre d'Algérie. Donc, moi, j'en parle dans mon livre. Les anonymes, ceux qui ont mis les mains dans le cambouis, n'ont pas forcément été toujours indemnisés, remerciés à leur juste valeur. Et je parle pas d'argent quand je dis ça. Oui, je parle symboliquement. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Après, sur la diaspora, il y a pas, tu vois, il y a différentes façons, je pense. Il y a l'écriture, effectivement, la littérature, ça peut être très utile pour raconter, pour pousser à cette reconnaissance, la production artistique, culturelle, politique et scientifique. Je pense qu'il y a un ensemble de facteurs. Après, tu vois, quand on regarde ce qui s'est passé avec Macron depuis son arrivée en 2017 au pouvoir. Bon, déjà, quand il était candidat, il avait fait une sortie à Alger qui avait mis le feu aux poudres, où il avait parlé des crimes contre l'humanité, en parlant de la colonisation. Donc, la population, notamment pieds noirs, rapatriée d'Algérie, du sud de la France, avait vraiment été montée au créneau. Je sais pas si tu te souviens. Je m'en souviens, ouais. Donc on pouvait mettre ça sur le compte à la fois de son inexpérience politique et je pense que là voilà c'est très symptomatique de ce qu'est Macron. C'est-à-dire que toi tu penses que tu penses que c'est une question d'inexpérience politique, tu penses pas qu'il l'a fait exprès Je pense qu'il y a plusieurs explications possibles. Je pense qu'il y a une inexpérience politique parce que moi je sais que j'avais écrit un papier sur la question des archives. Oui. Et quand il avait dit qu'il allait ouvrir un certain type d'archives, je sais que le SGCIP, le secrétariat général à la défense, donc une espèce de vice-présidence un peu cachée de Matignon, était monté au créneau pour dire en gros tu vas te calmer quoi. Donc ça, c'était un article que j'avais écrit qui était sorti sur Middle East Eye. D'accord. J'avais interviewé notamment Gilles Manseron, qui est historien, qui est spécialiste de tous ces sujets. Et donc voilà, donc peut-être qu'il avait un peu péché par inexpérience, peut-être qu'il y avait un peu la volonté de faire bouger des choses. Je pense que peut-être pour lui, il y avait sincèrement pour lui qui n'a pas appartenu à la génération des anciens combattants en Algérie. Qui n'a pas connu cette histoire, il y avait peut-être la volonté de se dire on fait table rase et on arrive, j'arrive avec mon logiciel un peu anglo-saxon et je vais dépoussiérer, tu vois, cette vieille république. Bon, on a bien vu qu'en fait il s'est vite trompé et et ce qui est intéressant, c'est que, comme je le dis souvent, Macron il est rejeté exactement pour les mêmes raisons pour lesquelles il a été inclus. Parce qu'en 2017, il arrive avec, tu vois, c'est la marque Macron. Bon, il est pas sorti de nulle part. Il a eu des appuis, évidemment, de gens puissants. Mais, tu vois, il arrive avec cette idée, je vais dépoussiérer la France, j'arrive en mode anglo-saxon. D'ailleurs, les gens ont oublié, par exemple, mais après le Bataclan en 2015, il participe à une réunion avec un think tank qui s'appelle les GRAC, qui est positionné, il me semble, centre-gauche, si je me trompe pas. Et là, il a, tu vois, une déclaration qui est hyper, surprenante et hyper différente de ce qu'on peut avoir. Oui. Il dit, en gros, la France aussi a une responsabilité. Elle a favorisé l'ostracisme, le fait qu'il y ait des jeunes qui se soient radicalisés, qui aient trouvé un autre modèle dans une mouvance terroriste et tout. Ça doit nous interroger. Tu vois. Donc c'était très loin de pas d'excuses, on cherchait à comprendre, c'est presque excusé. Tu te rappelles, c'était Manuel Valls qui avait dit ça. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment l'opposé. Donc tu vois, il a quand même pris des positions qui laissaient penser que le gars, il avait une approche très pragmatique de la gouvernance d'un État et de la France, etc. Et puis après, tu vois, il s'est fait rattraper quand même ça par cette je sais pas si on peut parler d'état profond, parce que beaucoup disent oui, mais c'est un mythe, l'état profond. Mais bon, en tout cas, la haute fonction publique. L'armée aussi, et je pense que ce sont ces espaces qui freinent des cas de fer pour libérer le sujet sur la guerre d'Algérie, notamment, et la colonisation. Après il a quand même fait des choses qui sont assez on peut pas nier, tu vois, Maurice Audin, la reconnaissance, etc. Mais c'est une histoire, à mon avis,
est compliqué. Et puis il y a le côté aussi reconnaître, c'est ça qui est intéressant et complexe avec la France, c'est que reconnaître sa responsabilité, les crimes coloniaux, etc. Ça serait aujourd'hui comme accorder un blanc-seing aux dirigeants algériens d'aujourd'hui. Alors qu'en fait, reconnaître, c'est juste se mettre en phase avec ce que la République est, c'est-à-dire une République juste, soucieuse de l'égalité, soucieuse de la justice, etc. Et on a l'impression que la France aujourd'hui, enfin la France, le pouvoir français, la République française, dans tout ce qu'il incarne, elle est plus soucieuse de ne pas contenter le pouvoir algérien, au lieu de se mettre en phase avec son histoire, qui à mon avis c'est ça le plus important. Ouais, on se souvient de Macron qui avait parlé de rente mémorielle. Il avait dit, je crois Oui, la rente mémorielle, ouais. Oui, la rente mémorielle, enfin, la France fait la même chose. Je l'avais dit plusieurs fois, la France, elle fait la même chose. On dit toujours que c'est Alger qui manipule, etc. Mais la France, elle fait la même chose quand elle joue avec cette histoire coloniale, quand elle veut pas reconnaître sa responsabilité. Elle fait la même chose. Enfin, je veux dire, ce serait être de mauvaise foi de pas le reconnaître, puisqu'elle a en son pouvoir la capacité de solder ce passé. Alors, je sais que ça prend du temps, que les choses ne se font pas comme ça, mais elle a la capacité de le faire, elle ne le fait pas, parce que c'est aussi une façon d'alimenter comme ça un espèce de cirque médiatique, parce que moi j'ai vraiment le sentiment que ces polémiques à répétition, ça alimente aussi un cirque médiatique entre Alger et Paris, parce que ça les empêche pas non plus de faire du business, ça les empêche pas d'avoir des contacts. On va en parler, tu vois, justement. Il y a quand même une hypocrisie sur ça. On va en parler. Juste avant de switcher sur ce qui se passe actuellement entre la France et l'Algérie, c'est quoi qui va faire en sorte justement qu'on arrête ce jeu, on utilise la mémoire, ce manque de courage politique pour une reconnaissance côté français, c'est quoi, c'est un renouveau, enfin de part et d'autre de toute façon, on sait très bien que c'est un peu le jeu politique, mais est-ce qu'il faut que les générations se renouvellent? Est-ce que c'est vrai le renouvellement générationnel qui va faire en sorte justement qu'on arrive à peut-être, je sais pas moi, comme tu dis, comme toi tu as dit, ça prend du temps, peut-être dans 50 ans à une reconnaissance pleine de ce qui s'est passé, avec l'aide des historiens, etc., etc. Est-ce qu'on peut y arriver un jour? Oui, je pense qu'on peut y arriver un jour, mais c'est vrai que du côté d'Alger aussi, il faut qu'il y ait comment dire, bon, l'Algérie, c'est l'Algérie qui a été colonisée, donc on va pas refaire. Je veux dire, quand on dit oui, l'Algérie aussi doit faire son introspection. Enfin, je veux dire, il y a un moment, faut pas détourner le débat. Il y a eu un colon et un colonisé. Ouais. D'accord? Donc l'Algérie, dans cette configuration, a été victime. Ce qu'elle a fait après par rapport à la façon dont l'histoire mémorielle a été instrumentalisée et tout par les autorités, c'est son problème. Et c'est le problème des Algériens. Je veux dire, la France n'a pas à s'en mêler. Quand j'entends des dignitaires, des responsables français dire « Oui, mais nous, on va pas s'excuser, puis s'ils veulent qu'on reconnaisse qu'on a fait, ce qui a été fait, ils ont qu'à aussi faire leur travail de reconnaissance interne. » Mais ça c'est le problème de l'Algérie et des Algériens. Tu vois, c'est-à-dire que toujours conditionner la reconnaissance que la France fait par rapport à sa propre histoire, par rapport à sa responsabilité dans la colonisation, toujours conditionner ça à ce que fait l'Algérie avec sa propre population, c'est juste une façon, en fait, de ne rien faire. Donc, on est bien dans une forme d'instrumentalisation de la mémoire, de la guerre, de la colonisation, tu vois. Maintenant, c'est sûr que, bon, c'est pas que je suis pessimiste parce que je dis pas l'avenir, mais ça va prendre du temps. Et puis surtout que les Algériens en France moi je pense qu'il y a vraiment un rejet, un racisme vis-à-vis des Algériens. On se méfie des Algériens, on se méfie d'eux. Spécifique. On se méfie d'eux.
à cause de l'histoire, oui, de l'histoire de la oui, alors colonisation. tu vois, moi je dirais pas que c'est une méfiance populaire. C'est une méfiance qui vient d'en haut, qui vient des élites, et puis qui a nourri, qui ruisselle en fait sur la société française. Tu vois. Et puis bien sûr, on a des médias qui sont absolument pas rigoureux dans le traitement de cette question de cette question algérienne. On a aussi un État algérien qui en a rien à faire de son image, qui ne fait pas de soft power. On va y arriver, justement. Qui ne corrompt pas à l'extérieur. Il y a des problèmes de corruption à l'intérieur, et ça, on le sait. Mais à l'extérieur, l'Algérie n'est pas un pays qui corrompt. C'est-à-dire que j'ai pas souvenance d'un scandale qui aurait éclaté à l'échelle dans une instance, à l'ONU ou ailleurs, où l'Algérie aurait été pris la main dans le pot de confiture en train de corrompre. Contrairement aux voisins d'ailleurs, hein, Maroc Gate, Qatar le Maroc, oui, ça c'est pas moi qui l'invente, et je veux dire, si des gens nous entendent et que ça leur plaît pas, j'y peux rien. Je veux dire, c'est pas moi qui le dis, Pegasus, voilà. D'ailleurs, pour avoir fait l'interview de Joseph Breham, qui est un avocat impliqué dans la cause sahraoui, Joseph Breham, qui est un avocat français, oui, son portable a été mis sur écoute dans le cadre de Pegasus. Ça, c'est pas Nadia Nimoula qui l'invente. Donc voilà, moi, les faits, pour moi, je ne flanchirai pas sur les faits. Donnez-moi un scandale où l'Algérie est impliquée dans une affaire d'espionnage massive, je serai la première à le dénoncer. Il n'y a pas de souci sur ça. Justement, par rapport à ça, et tu fais bien la transition par rapport au soft power, parce que tu as dit soft power. Cette diaspora algérienne pourrait être un élément du soft power, n'est-ce pas? Enfin, je veux dire, pour pousser les intérêts de l'Algérie, pour améliorer, comme tu dis, l'image de l'Algérie, de l'État algérien. On a des gens qui sont très qualifiés, qui sont dans plein de domaines, qui pourraient non seulement agir en France pour faire en sorte que justement l'Algérie ait ce soft power, parce qu'on est quand même les plus nombreux en termes de diaspora. Et pourtant, on sent pas vraiment qu'il y a une influence algérienne. Alors oui, quand il y a des matchs de foot, quand il y a du sport, etc. Là, on vient de le voir avec le soutien, par exemple, à la boxeuse Iman Khalif. Je sais pas si tu as suivi cette affaire. Il y a effectivement une mobilisation, mais ça en reste là, quoi. Ça va pas plus loin. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on est dans cet état-là? Pourquoi c'est la diaspora algérienne qui arrive pas à s'organiser? Il y a pas de. Est-ce qu'il faut qu'elle soit chapeautée par l'État algérien? Est-ce que comment tu expliques ça, toi? Moi, personnellement, je suis un peu dure, hein, t'as compris, je suis très critique parce que je trouve que c'est important d'être d'avoir la bonne distance de tous les côtés, si tu veux. Oui. De la même manière, je suis pas dans l'admiration de la France et je suis pas dans l'admiration de l'Algérie. En tout cas, il y a des points de critique. Oui. Même si je suis admirative de l'histoire de la guerre d'Algérie, de la maturité politique, etc. Je veux dire. Et puis, par exemple, pour en revenir plus à aujourd'hui, la diplomatie algérienne à l'ONU dans le cadre du soutien à la Palestine, j'en suis très fière, très admirative, etc. Mais tu vois, je trouve que c'est important d'avoir une approche critique justifiée, mature aussi. Ouais. Parce que souvent, il y a un problème de maturité politique et je pense que pour le coup, les Algériens sont extrêmement matures. Tu vas dans ce que je connais bien, quoi. Enfin, le mieux, en tout cas, tu vas dans le petit village kabyle au fin fond de l'Algérie, tu vas rencontrer une vieille personne, qu'elle soit une femme ou un homme, qui va te faire une analyse politique hyper pointue. Je veux dire ça. Les Algériens sont politisés, en fait. Elles sont très politisées et ça, on peut pas leur nier cette réalité. Après, sur la question du soft power, je pense que par nature, les Algériens sont des gens un peu traumatisés, c'est-à-dire qu'il y a une culture de l'autoflagellation. Nous sommes des personnes, alors attention, je dis nous, mais bon, je veux pas avoir un discours trop caricatural, tu vois, j'ai pas fait d'études scientifiques par rapport à ça, mais c'est vrai que ce que je remarque autour de moi, tu vois, au niveau de mon entourage, par exemple, ce que je vois, j'observe de tout ça, il y a une vraie difficulté à se mettre en valeur. On a du mal à se mettre en valeur. On est mauvais en communication en tant qu'Algérien. C'est pas qu'on est mauvais, c'est que peut-être que c'était pas une priorité pour nous finalement. C'est pas dans notre culture et je pense que c'est lié aussi
à l'histoire coloniale finalement, parce que je veux dire 1830 jusqu'à 1962, ça a été une oppression coloniale extrêmement forte. Le code de l'indigénat, qui n'était pas une loi formulée, hein, c'était un ensemble de règles qui découlent du code noir. Donc le code noir qui est lié à l'esclavagisme, à la traite des Noirs, etc. Ouais. C'est pas rien en fait, c'est pas rien. Quand j'ai écrit mon livre, moi je me suis rappelé, il y a quelque chose qui m'est apparu en tête. Je me suis dit, mon père qui était un homme très fier, qui est pas du tout dans un discours victimaire, tu vois, alors que c'était un ouvrier qui a quand même vécu des choses difficiles, il est né en 1925, etc. Ouais. Et ben je me suis rappelé que finalement cet homme, il avait été sous le joug colonial, sous le régime du code de l'indigénat jusqu'à ses 37 ans. Et je pense que c'est pas rien dans la construction de son identité. Tu comprends ? Ouais. Et je pense que tout ça s'est transmis. De la même manière que le complexe du colon s'est transmis, le complexe du colonisé aussi. Et en Algérie, ça a été extrêmement prégnant, parce que c'était pas un protectorat, c'était vraiment un département, c'était une colonie de peuplement. D'ailleurs, quand tu regardes, par exemple, au niveau de l'histoire coloniale et le rapport... la question du comment le Parti communiste français dans les années 20, au moment de sa création, a mené les luttes anti-impérialistes, des personnalités disaient oui, mais l'Algérie, on est contre le colonialisme, on est contre ça, mais l'Algérie c'est particulier parce que on a notre légitimité autant que les Arabes. Ça, c'est des choses que j'ai lues dans les archives. C'est quelque chose de documenté. Tu vois, donc l'Algérie, c'était la France pendant très longtemps, mais c'était la France avec dans son versant le plus sombre. Ouais. Tu vois, Ouais. quand t'apprends dans ta famille qu'il y a eu des viols collectifs, alors il n'y a pas eu de prise en charge psychologique, etc. Je pense que dans toutes les familles algériennes, beaucoup de familles algériennes, il y a eu ces questions-là, les silences. Tu vois, on sait très bien que tous ces silences, en fait, ils masquent des atrocités. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a appris dans les livres d'histoire. Ça fait partie de la mémoire de la guerre d'Algérie, donc le récit des familles, des choses qui... Tu vois, par exemple, ma mère, j'ai grandi, j'en parle dans mon livre avec cette... je sais pas si c'est une légende ou pas, mais tu sais, les soldats français qui ouvraient le ventre des femmes enceintes pour parier sur le sexe de l'enfant à naître. Tu vois, ça, c'est des choses qu'on a entendues souvent. Voilà, donc la violence coloniale, c'était pas quelque chose de si loin que ça par rapport à nos âges. Moi, c'était l'histoire de mon père, de ma mère. Oui. D'accord. Donc tout ça, je pense que ça nous a fait grandir dans une atmosphère, dans un rapport à nous-mêmes complexe. À la fois, tu vois, on dit qu'on est fier, on est nationaliste, on est dur. Tu vois, c'est l'image qu'on a. On n'a pas une image de gens forcément sympathiques, alors qu'en fait, on est très sympathiques, très hospitaliers d'ailleurs. Mais tu vois, il y a cette idée, et d'un autre côté, il y a on oublie ça en fait. On oublie d'où on vient. Mais quand je dis on, je m'inclus volontairement parce que c'est presque la provocation, parce que j'ai pas connu la colonisation. Mais en revanche, j'ai connu les traumatismes liés à la colonisation. Moi, mon père, c'était quelqu'un qui a été violent. En fait, j'aurais pu me dire oui, s'il était violent parce que c'était un arabe, quoi. Tu vois, le truc, c'est comme ça, les arabes, ils sont violents. Non, tu vas chercher. Et en fait, derrière cette violence liée au stéréotype de l'homme arabe violent, il y a l'oppression coloniale. Et voilà. Donc, je sais plus si j'ai répondu à ta question. Non, c'est très ça va dans tout. C'est hyper intéressant. C'est un gros sujet, hein, on pourrait en parler encore. C'est un gros sujet. On pourrait en parler 10 heures. Et cette question de la soft power, c'est très intéressant parce que on n'a pas d'objectif. Enfin, moi j'essaie de te reformuler un peu la question. C'est en fait, parce qu'on parlait de méfiance tout à l'heure. On parlait de méfiance par rapport à la communauté algérienne de la part des autorités françaises, etc. Est-ce que parce que moi, quand je regarde le discours un peu du président Tebboune, par exemple, on a l'impression quand même qu'il y a une volonté. Voilà, de s'adresser un peu à la diaspora. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, ça donne cette impression de son discours. Mais est-ce que véritablement aujourd'hui, les autorités algériennes pensent à
entre guillemets, hein, bien sûr, utiliser cette richesse qu'est la diaspora algérienne, notamment en France, parce que c'est la plus nombreuse, pour les intérêts algériens, pour faire en sorte justement d'améliorer notre image, ou est-ce que c'est peine perdue finalement parce que c'est la France et qu'on aura toujours cette image d'Algériens révolutionnaires, rebelles, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est vrai que encore une fois c'est complexe parce que d'un côté c'est un peu la marque de fabrique des Algériens d'avoir cette image de révolutionnaire têtu, qui reste sur ses positions, qui ne plie pas finalement. Après c'est pas le cas pour tout le monde, c'est pas une règle scientifique. Et d'un autre côté, moi je trouve que tu vois par exemple quand il y a eu le Hirak, c'était très surprenant pour nous, mais aussi pour les autorités algériennes, parce que moi, ce que j'avais constaté, c'est que la diaspora algérienne n'a jamais été vraiment prise en compte par les autorités algériennes. Au contraire, elle était vue comme une menace parce que y avait cette idée que cette diaspora pourrait un jour peut-être fomenter des protestations au niveau de l'Algérie et déstabiliser le pays. Il y a toujours eu cette idée que la diaspora, finalement, il y avait une menace. Et regarde, le Hirak est venu de l'intérieur. Il n'est pas venu de la diaspora. Il est venu de l'intérieur. Donc là, tu vois, ils ont été très mauvais sur leur analyse. Mais je pense qu'il y a un problème. Ils n'ont pas les codes, en fait. Ils n'ont pas les clés. Ils n'ont pas les clés. Est-ce qu'il y a cette volonté de... Non, quand même, sincèrement, ça reste quand même assez mystérieux, les autorités algériennes. On ne comprend pas. Il y a un potentiel. Il y a une diaspora qui a envie de s'impliquer, qui souffre, alors peut-être pas matériellement, mais d'un point de vue, de la stigmatisation en France, puisqu'on est très stigmatisé. Et en même temps, les autorités qui essayent peut-être un peu, effectivement, on voit que Tebboune, bon après il y a les élections en septembre, oui, c'est ça, septembre. Oui, c'est ça, c'est en septembre. Donc bon, c'est aussi une manne électorale évidente. Moi, je ne sais pas. Sincèrement, c'est frustrant, c'est rageant. En même temps, tu vois, est-ce que ça serait vraiment une si bonne chose que ça, que d'avoir des autorités qui seraient en mode soft power et qui valoriseraient la diaspora, parce que ça impliquerait quand même une contrepartie. C'est quoi la contrepartie? Je pense d'être un peu aux ordres, pour parler clairement. Ouais. Ce qui peut pas fonctionner avec l'état d'esprit des Algériens. Bah non, parce que puis globalement c'est pas le principe, quoi, tu vois. Et après il y a cette idée, oui, mais en même temps les Algériens, on en prend tellement de tous les côtés que il y a un moment. Moi je pense qu'il faut être fier de ce qu'on est. Il faut arrêter d'être dans l'autoflagellation. Il faut garder notre autodérision, parce que c'est quand même ce qui fait. Mais il faut pas non plus rire de tout avec tout le monde. Ouais. Parce que je pense que y a des gens qui ont pris, en France notamment, qui ont pris la mauvaise habitude de se dire tant que ça tape sur l'Algérie, on rigole tous, on est tous contents et ça arrange tout le monde. Mais par contre, si ça tape sur d'autres, là, on pète les plombs. Toi, si tu veux, l'Algérien, c'est toujours facile. Deux poids, deux mesures. L'Algérien, ça fait vendre, ça fait parler, ça fait. Ouais. Moi, après, tu vois, j'ai cette moi, impression. Je pense que, mais je pense qu'on a tous cette impression. Et donc, tu vois, c'est ça, c'est ne pas perdre son âme, ne pas perdre sa capacité critique. Moi, personnellement, j'y tiens énormément. Ouais. Et je pense que si on avait plus ça, on serait plus les Algériens, des Algériens, quelque part. Clairement. Toujours été très critiques. C'est vraiment, ne pas être aux ordres, etc. Et en même temps, accompagner, tu vois, l'évolution de l'Algérie, son développement, son épanouissement, etc. Et c'est vrai que je discute avec beaucoup d'Algériens qui sont nés en France ou pas, mais qui aimeraient s'impliquer, mais on leur ouvre pas forcément la porte. Après, il y a peut-être aussi l'idée que il faut y aller, quoi. Il faut y aller, et puis il faut mettre les mains dans le cambouis. On va pas attendre qu'on nous appelle et qu'on nous offre un pont d'or pour s'impliquer en Algérie, tu vois. C'est comme partout. Je veux dire, quand tu veux t'expatrier, bon, parfois tu peux avoir un pont d'or, on te donne un bon package pour t'expatrier et venir dans une entreprise étrangère, mais ça se passe pas toujours comme ça. Il y a peut-être une part de risque jusqu'où on est prêt à aller aussi pour l'Algérie, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une vraie question.
Ouais, parce que je te pose la question parce qu'en fait, il y a des communautés, bon, on va pas forcément les citer, mais je pense que tu vois de qui je parle. Il y a des communautés qui sont effectivement beaucoup plus organisées, beaucoup plus impliquées par rapport à leur pays d'origine, même ne serait-ce qu'en termes en termes financiers, hein, finalement, de capitaux qui sont renvoyés vers le pays d'origine pour justement aider au développement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un blocage à ce niveau-là et j'essaie un peu d'en parler à tout le monde pour voir c'est quoi finalement les facteurs qui font que en fait on est pas, c'est pas que les agences ne sont pas investies, c'est qu'en fait on pourrait faire beaucoup plus et on pourrait éventuellement s'organiser beaucoup plus, notamment en France. Après, il y a une sorte de malédiction algérienne, c'est sa rente pétrolière, quoi, Ouais. qui fait que finalement les autorités n'ont pas tant besoin de ça que nous, quoi. Tu vois, il y a de la devise, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas une pauvreté extrême, il n'y a même pas besoin de tourisme, donc elle n'a pas besoin de s'appuyer sur nous finalement cette. C'est par nécessité, ouais, c'est par nécessité que les autres pays, par exemple Tunisie, Maroc, Égypte, on connaît la diaspora égyptienne, hein, c'est des milliards de dollars chaque année qui reviennent vers l'Égypte. C'est par nécessité, c'est parce qu'ils justement ils ont pas cette manne gazière, pétrolière, tu penses? Peut-être. Après, l'Égypte est un pays important qui est rentré dans les BRICS l'année dernière, donc visiblement ils sont puissants. Mais oui, je pense que de toute façon, si l'Algérie, les autorités algériennes avaient tant besoin de nous que ça, je pense qu'elles sauraient nous attirer. Tu vois. Après, sur les pays qui font de la soft power, que ce soit le Maroc, ou l'Égypte ou d'autres, la Turquie aussi, ou la Turquie aussi, je pense qu'ils auraient tort de se priver. Finalement. Pourquoi se priver? Ils ont une vision par rapport à leur diaspora qu'ils exploitent à fond, c'est-à-dire que ils en tirent le bénéfice qu'ils en tirent et franchement ils auraient tort de se priver. Moi le problème c'est pas que les autres fassent de la soft power, c'est que l'Algérie ne met pas en place une vision, tu vois, comme c'est le cas dans les pays du Golfe, par exemple le Qatar a une vision à 30 ans. Ouais. L'Algérie, t'as l'impression que ça navigue à vue. C'est ça. C'est qu'en fait, il y a un manque de vision. Et c'est ça qui est frustrant. Tu vois, c'est ça, c'est un manque de vision. Moi, c'est que les autres, les voisins ou d'autres pays fassent des choix, ça les regarde et je vais pas du tout leur en vouloir de faire ces choix. Ça m'enlève rien, en fait. Tu vois, par exemple, sur la question du tourisme, les gens ont l'impression que l'Algérie le vit comme un échec de pas être un pays touristique, mais ils n'ont rien compris. Enfin, je veux dire, les Algériens je veux pas parler au nom de tous les Algériens, mais de ce que je vois, ils en ont un peu rien à faire d'avoir des touristes. Enfin, ça les arrange presque de pas en avoir, en fait. Moi, j'aimerais pas avoir des hordes de touristes comme c'est le cas dans le sud, enfin, en Espagne, par exemple, avec tout ce que ça sous-entend, arriver en Algérie. Par contre, développer un tourisme de qualité, plus upper, tu vois, plus de qualité, un peu plus durable aussi. Bah, c'est le cas dans le Sahara. Pour y être allé cet hiver, tu vois, je veux dire, l'Algérie sait faire. Mais avoir des touristes dans des clubs balnéaires, etc., non. Après, c'est que mon avis, hein. Les Algériens qui vivent là-bas, c'est à eux de le dire. Je pense que ton avis, de ce que moi j'ai entendu, en tout cas, je pense que ton avis, il est majoritairement partagé. On va en parler justement, on va faire un épisode bientôt sur le tourisme. On en parlera. Dernière question, Nadia, avant de conclure cet épisode, hein, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on parle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ton livre? Bon, toi, tu l'as évoqué au cours de l'échange, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ton livre, il s'appelle Un rêve de rive. Alors, on a compris ce que c'était les deux rives, mais c'est quoi le rêve en question? Alors, le rêve en question, c'est certainement le rêve que beaucoup de personnes, notamment des hommes, ont fait en franchissant la Méditerranée dans les années 40-50 en venant en France. Ouais. C'est-à-dire d'avoir peut-être une vie meilleure d'un point de vue matériel. Mais dans ce livre, en fait, je raconte la trajectoire de mon père, qui était quand même un homme particulier, dont j'avais vu très très jeune qu'il avait quand même une vie de roman au niveau personnel et aussi au niveau politique, même s'il l'a pas raconté. Ouais. Et tu vois, mon père, c'était vraiment l'homme charismatique.
dur. Les gens, on avait peur de lui, quoi. Et en même temps, il avait ce côté hyper bienveillant. C'est le cas de tous les papas algériens, c'est comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, un homme quand même qui s'exprimait, mais qui racontait pas tant que ça. Et plutôt que de rester sur l'image un peu négative que je pouvais avoir de lui, j'avais envie d'aller chercher qui y avait derrière. Et du coup, j'ai mis la casquette de journaliste plutôt que de fille et de romancière. Et donc, la casquette de journaliste m'a conduite aux archives de la préfecture de police de Paris. Et j'ai trouvé effectivement des mentions de son nom au moment de la guerre d'Algérie en France, puisque j'ai appris que... Alors ça, je le savais plus ou moins qu'il avait été impliqué dans le FLN, mais je ne savais pas de manière factuelle qu'est-ce que c'était vraiment. Enfin, moi qui suis journaliste, les faits, c'est la première chose qui me parle. Et donc j'ai vu j'ai eu des éléments qui m'ont montré qu'il avait été impliqué dans la Fédération de France en Algérie. Et tu vois, c'était intéressant parce que ça permettait de boucler la boucle me concernant, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être algérienne, est-ce que je suis légitime pour aller manifester à République et dire que j'étais contente de voir ce Hirak, parce que finalement moi j'ai grandi en France et comme je l'ai dit dans mon livre, j'ai grandi dans le confort de la République. Même si j'habite dans un HLM, mais matériellement, j'ai manqué de rien, on va dire. Donc, est-ce que j'étais légitime de dire que je vibrais par rapport à ce qui se passait en Algérie? Et en fait, finalement, le fait de découvrir le rôle que mon père avait eu dans la Fédération de France du FLN, ça m'a permis de me dire, oui, je suis légitime, parce que la Fédération de France, c'est quand même cette fédération qui a financé la guerre d'Algérie dans le maquis en grande partie. Tu vois. Et lui, c'était un ouvrier, voilà, qui n'avait pas vraiment de pouvoir, mais il s'est impliqué d'une façon, pour ceux qui liront le livre, ils verront. Et donc, je voulais raconter cette trajectoire et cette histoire, à la fois en racontant mon histoire, mais aussi la sienne, qui était intéressante et éclairante, pour comprendre un peu notre place dans ce pays. Oui, d'ailleurs, tu as parlé des archives, que la France refuse de remettre aux autorités algériennes, justement, parce qu'il y en a pas mal qui ont été dérobées, brûlées même. Et elles sont accessibles en France. Malheureusement, on peut pas y accéder en Algérie, c'est ça? Ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles. Il y a des archives secret défense. Moi, tu vois, par exemple, sur le dossier de mon père, j'ai attendu 1 an pour pouvoir y accéder. D'accord, ok, quand même. Parce que il y avait eu le Covid entre-temps, mais c'était compliqué, c'était classé. Et du coup, voilà. Mais ça prend du temps. Et comme j'avais interviewé Benjamin Stora plusieurs fois, il m'avait expliqué. Il a raison sur ça, que faut savoir ce qu'on va chercher quand on va dans les archives. Parce que si on sait pas ce qu'on va chercher, c'est tellement énorme, on peut pas se repérer. Mais effectivement, la question des archives, pour certaines d'entre elles, c'est une question encore épineuse. Ouais, je comprends. Ok, écoute, très intéressant. D'ailleurs, on va mettre le lien de ton livre, si les gens sont intéressés. Donc, c'est un rêve de Ril. Voilà. Il est sorti en poche. Aux aussi. Éditions Pocket. Super. Écoute, merci beaucoup, Nadia. Merci à toi. Je vais te donner juste 30 secondes, si c'est un peu ce que je fais avec tous les invités. Je te donne 30 secondes si tu veux adresser un message à nos auditeurs par rapport à ce sujet ou en général. C'est à toi la parole. Voilà, t'as 30 secondes. Moi, je dirais juste que ça serait bien qu'entre Algériens, on se soutienne, mais qu'on ne perde surtout pas notre esprit critique, notre esprit révolutionnaire. Parce que c'est ça qui fait qu'on est des Algériens. Et moi, franco-algérienne aussi, mais voilà, je pense que ça, c'est... Et finalement, cet esprit révolutionnaire, il est très lié aussi à l'esprit français. Tu vois, il faut pas oublier encore une fois que les principales figures anti-impérialistes de l'entre-deux-guerres se sont nourries aussi de la Révolution française. Et de continuer toujours à donner un miroir, à tendre un miroir, que ce soit à l'Algérie ou à la France, pour ça soit des pays qui s'améliorent. Ok, écoute, très 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 clair. Merci beaucoup Nadia. Merci à toi. Merci pour cet échange et puis on se verra Inch'Allah prochainement, je l'espère. Avec plaisir. Au revoir, salut. À bientôt, ciao. Ciao. Bye.